Salut et bienvenue dans notre émission. Merci à vous de toujours nous suivre. Aujourd'hui, je suis très heureuse parce qu'on va parler livres. Et je suis toujours heureuse, on va parler avec un des grands poètes de la République démocratique du Congo, Patrick Kitenge dit Pat le Gourou. Il est initiateur d'Actu Poésie, éditeur, poète. Il est aussi dans de nouvelles, essais. Donc, il est avocat des professions. Auteur de plusieurs ouvrages. On va parler avec lui aujourd'hui. On va comprendre pourquoi le panafricanisme, pourquoi les 34, pourquoi parler du courage de la femme, quelle est la place de la femme dans sa vie. On va parler vraiment de la littérature avec lui. Bonjour Pat le Gourou. Bonjour madame. Pourquoi d'abord Pat le Gourou? Bon, après, Pat, ça vient de Patrick. Gourou, ça vient de... Gourou, c'est un peu... c'est que Rabbi est aux Juifs. Les Juifs disent Rabbi, les Hindous et autres disent Gourou. En fait, dans ce que je fais, dans ce que j'ai, ce que je suis, je voudrais être un maître. Je voudrais être celui de qui on reçoit un enseignement. Je voudrais simplement être une sorte de gourou pour emmener justement à donner ma pensée à ceux qui me suivent, à ceux qui veulent faire comme moi. Ça fait un peu mystique, tout, hein, quand on parle du gourou, là, et ça fait peur quand même. Tant mieux si ça fait peur. Après, ce qui est mystique, tout ça, c'est forcément... vous savez ce qu'on dit, ce qui est caché, ça doit être ce qui a un peu plus de valeur encore. Il n'y a pas plus mystique que ce qui est occulte. Dieu lui-même est un être culte, on ne le voit pas. Donc ce qui est mystique, c'est forcément quelque chose qui a grande valeur. Vous êtes avocat de profession. Entre le droit et la littérature, qu'est-ce qui est apprécié de l'autre? Forcément, la littérature. On sait qu'avant, il y a d'abord l'écriture et la lecture. Avant de prendre forme et corps dans ce que c'est devenu en termes de littérature, le droit c'est venu bien après les études, tout ça. Quand est-ce que vous avez commencé vraiment à lire? Non, commencer à lire, je ne sais pas ce que ça signifie. Hein. J'ai commencé à lire un peu comme tout le monde, tout petit. Comme tout le monde commence à lire, école maternelle, tout ça. Mais non, si c'est commencer à lire soi-même des bouquins, tout ça, pour rechercher des choses à l'intérieur. Vous dites que je prends mon temps à faire la lecture. Pourquoi? Parce que j'aspire à devenir telle personne. Parce que j'aspire, je ne sais pas trop. Mais j'ai commencé à lire comme tout pubère, comme tout adolescent. J'ai commencé à lire à ces âges-là, c'est-à-dire vers les 13-14 ans, sans forcément y adjoindre une ambition. C'était d'abord de la lecture comme ça en passant. Ensuite, on y prend goût progressivement et on essaie de se définir un genre de lecture. Comment est arrivé, comment vous avez eu le goût de la littérature et de la poésie? Mon goût de la littérature me provient d'abord de... Pas d'abord, me provient avant tout, je ne cesserai de le dire, de mon professeur de français à l'époque au collège Bonsomi, le professeur Fulgence Levoiseau. C'est lui en fait mon gourou à moi en termes d'écriture, en termes de lecture, en termes de goût de la poésie. C'est c'est lui qui m'a fait entrer en contact, le premier, avec ce que j'ai toujours qualifié être le plus beau poème du monde, de tous les temps, le lac de Lamartine. Quand je découvre ce poème, j'ai eu l'impression de me découvrir moi-même et depuis je n'ai plus lâché. Ça va faire plus d'une vingtaine d'années maintenant que je suis dans la chose poétique. Place de professeur de français dans la vie d'un élève. La place d'un professeur de français, c'est la place de tout professeur pour un élève. Le professeur, c'est le maître, c'est celui qui guide. La place d'un professeur de français... Dans la vie surtout littéraire. Oui, dans la vie surtout littéraire, surtout lorsque la vie littéraire est axée aussi sur cette même langue-là. C'est une place de choix, c'est la toute première place parce que le professeur, il t'apprend justement à naviguer dans
sur le courant de la langue avec le vent de la grammaire, les tempêtes de l'orthographe et les tonnerres de tout ce qu'il y a comme syntaxe et vocabulaire. Tu apprends ça avec le prof dans sa pirogue jusqu'à atteindre la rive de la belle écriture. Donc le prof, c'est le guide, quoi. La beauté de l'être est perspective à tout le monde. Après, on ne peut pas dire ça. Chacun a sa façon de voir, chacun a sa façon de ressentir les choses. La vie, c'est comme ça. Dieu nous a créés pour que certains voient et que d'autres ne voient pas. Donc, c'est comme ça. Et comment se passe l'initiation de belles lettres? L'initiation des belles lettres, c'est une expérience personnelle. Il n'y a pas de posologie, il n'y a pas de forme typique. Il n'y a pas de structure. Voilà, on peut aider quelqu'un à être en contact avec les lettres, mais le reste, c'est comme sur un vélo. Tu apprends à pédaler, tu roules seul. C'est vraiment une expérience personnelle et je suppose aussi avec ce que Dieu nous donne comme don, atavisme, à tout. Voilà. Dans Acti Poésie, vous avez écrit qu'ainsi le gourou n'est pas un homme de lettres, mais il est le lettre. Expliquez-nous. Moi, j'ai voulu être... dans ma poésie, je voudrais que celui qui me lit, en fait, prenne une part de moi. Autant le Christ se donnait pour sauver l'humanité, autant moi je me donne à mon lecteur. Parce que j'y mets tout ce que je suis, tout ce que j'ai. C'est ainsi que je dis, quand on lit le gourou dans sa poésie, ça ne peut pas être des lettres combinées pour donner des vers. C'est forcément des morceaux de moi-même que je donne. Alors je ne suis pas un homme des lettres quand j'écris. Dans ma poésie, mes lettres sont moi. Alors je suis mes lettres. Qu'est-ce que la poésie représente pour vous? La poésie représente pour moi ce qu'il y a de beau. Ce qu'il y a de beau. Il n'y a pas de beauté en dehors de la poésie. Il n'y en a pas. La poésie, c'est l'élément même du beau. C'est ça qui donne toute la couleur à un ensemble de lettres. Est-ce que la littérature peut être belle sans histoire? Une littérature peut être belle sans histoire. Oui, ça je crois que c'est une évidence. Après, ça dépend du genre, dans quel contexte on est aussi. Lorsqu'on est dans un genre littéraire comme un roman, tout ça, il est évident que ça doit être une littérature avec une histoire, avec une dramaturgie. On doit pouvoir chercher et trouver l'intrigue, tout ça. C'est comme dans les nouvelles. C'est toujours bien quand on y va pas à pas et que finalement, voilà, c'est bien quand il y a une histoire. La poésie alors? Oh, mais la poésie étant l'élément même du beau, la poésie c'est de la magie. La poésie c'est un miracle. Et le miracle de la poésie, c'est de rester beau. Sans histoire, sans forcément histoire. C'est de rester beau, sans forcément qu'il y ait des combinaisons pour atteindre une issue qu'on attend ou pas. C'est de rester beau sans forcément raconter. Parce que ça, la poésie peut le faire. La différence entre poème et poésie? Bon, après, c'est vrai que c'est différent. Un poème, c'est dans sa structure, hein. C'est dans sa présentation, c'est dans sa forme qu'un texte est un poème. La poésie, c'est le sens même de cette beauté que l'on peut trouver n'importe où. On peut trouver de la poésie dans une œuvre d'art, dans une peinture, dans une statuette. On peut trouver de la poésie dans une chanson. On ne trouvera pas forcément un poème dans une chanson. Dans une prose, on ne trouvera pas forcément un poème. Quelle est la force de la poésie? Quelque chose qui contient l'intrinsèque même du beau a forcément tout l'élément de la force d'une littérature. Plus la chose est belle, plus elle attire. C'est ainsi que lorsque une histoire est bien racontée et bellement racontée, on y trouve forcément de la poésie et elle attire. La force de la poésie, c'est d'entrer dans n'importe quel genre, d'entrer dans n'importe quelle chose.
d'entrer, si c'est possible, dans n'importe quelle personne. C'est ça la force de la poésie. Merci beaucoup. Avez-vous un mot qui vous inspire? Un mot qui m'inspire. Oh, moi, c'est le mot gourou qui m'inspire. Parce que dans gourou, je mets tout. Dans gourou, je mets tout. Dans gourou, je me mets. Dans gourou, je mets le maître qui m'inspire. Dans gourou, je mets mon inspiration. Tout pour moi part de là. Quelles sont les thématiques que vous avez exploitées dans Inspiration? Ah, Inspiration. Inspiration, je l'ai écrit en fin 2017, publié aux éditions L'Harmattan à Paris en 2018. Là, on ne retrouve pas Pat le gourou. Là, il n'y a que Patrick Kitenge. Oui, c'est surtout parce qu'à l'époque, mon éditeur avait pensé que gourou était un terme péjoratif et susceptible à plusieurs interprétations. Il a pensé que ça se prêtait très mal. Alors, bon, voilà, j'ai pas voulu en faire un souci ou un problème. Dans Inspiration, c'est de la poésie. Une poésie que j'ai voulu en dehors de l'amour, parce que les gens ont l'impression que quand on parle poésie, on ne parle que amour. Alors, j'ai exploité plusieurs thèmes qui vont de la vie à la mort, en passant par la société, ce que nous vivons, tout ça. C'est ce genre de thème-là que j'ai abordé dans Inspiration. Comment vous définissez le moi? Le moi. Il y a des choses comme ça qui sont difficiles à définir, surtout lorsqu'ils partent de nous-mêmes. Quand ils partent de nous-mêmes, on est capable de définir des choses, de donner des noms aux animaux, on est capable de définir des situations, mais lorsqu'il faut définir soi-même, il y a un souci. Alors que c'est avec soi qu'on est tous les jours, à n'importe quel moment. Alors, le moi, justement, quand c'est un moi qui parle de soi-même, je pense qu'on n'est pas capable de finir. On est juste capable de sentir ce qu'elle est, mais je ne pense pas qu'on soit vraiment, réellement capable de définir soi-même. Quelle est la particularité d'Actu Poésie? Actu Poésie a deux particularités. C'est l'écrit dans l'instantané et la capacité justement d'arrondir les angles de l'information ou des nouvelles qui nous parviennent au quotidien. Quelle que soit leur gravité, leur intensité, Actu Poésie est capable d'informer, mais avec un rythme qui peut être un pansement à tout ce qui... un pansement de cette plaie que la société ou la nouvelle nous donne en ce moment-là. Comment vous êtes venu l'idée? Écrire Actu Poésie, je pense que ça vient du fameux débat, fameux mais très pauvre, de ceux qui pensent que la rime appauvrit ou bloque une inspiration. Je crois qu'avec Actu Poésie, j'en suis à plus de 550 poèmes à ce jour. Il n'y en a aucun qui est écrit sans rime. Et si je suis capable d'écrire presque tous les jours avec des rimes, je pense que c'est une réponse suffisante à ce que la rime ne bloque pas une inspiration. Au contraire, comme le disait Boileau, la rime est au service du poète. C'est moi qui devrais bloquer la rime. La rime est incapable de me bloquer. Le poète est plus grand que le mot. La plupart des thèmes ou des thématiques que vous avez exploitées là-bas, nous retrouvons la politique. Oui, parce que c'est ça notre société. Actu Poésie peint la société congolaise particulièrement. Je peux toucher des sujets qui sont... qui se passent sous d'autres cieux, mais la politique, enfin, l'actualité congolaise, c'est 85% de politique et le reste ne vient qu'après. Donc c'est normal que Actu Poésie soit le reflet de ce que l'actualité me donne, parce que c'est ça justement, c'est là que moi je puise ma matière première. Donc,
Là, on peut dire que Pat Legourou est un poète engagé. Après, d'autres vont te dire, dès qu'on est poète, on est forcément engagé, tout ça. Si l'engagement peut se définir comme étant justement un attachement à un principe, généralement guidé par un élan de révolte, tout ça, je ne sais pas si je suis vraiment un poète engagé. Moi, c'est d'écrire, c'est de vulgariser ce qui se passe, mais sur un très beau rythme. Je ne pense pas qu'il y ait de l'engagement dans le sens, dans son sens premier ou second, mais mon engagement, c'est d'écrire, de ne pas laisser un thème exploité dans l'actualité inaperçu ou inédit. C'est ça mon engagement. Dans ce sens-là, oui, je suis un poète engagé. On parle de Tété. D'abord, avant d'arriver, qu'est-ce que Maître Tété représentait pour vous? Et à son âme d'abord. Maître Tété Kaboua, c'était un grand frère. Je crois que c'est les bons mots. Hein. C'était un grand frère. C'est quelqu'un qui m'a pris par la main dans des situations où il y avait pas d'autre solution. Pour nous qui sommes chrétiens, on dit toujours que Dieu agit à travers les gens. Maître Tété, c'était pour moi une des personnes que le Seigneur avait choisies pour me prendre par la main dans ma vie, à la fois dans ma vie professionnelle et même dans ma vie universitaire. C'était un grand frère. J'étais un port, Maître Tété était le phare. Alors on comprendra pourquoi de temps en temps je me retrouve dans la nuit chaque fois que je pense à sa disparition. Là, je ne pense même pas continuer. On passe directement dans Boya. Vous avez parlé du courage, de l'amour d'une mère ou de la femme en général. Qu'est-ce que la femme représente pour vous? Et c'est bientôt le mois de mars. La femme, c'est l'origine de tout. Je voudrais rappeler que pour nous qui lisons la Bible, le mal entre par la femme. Mais après, lorsque Adam se réveille, lorsqu'Adam se réveille, il regarde, il dit cette fois-ci, voici l'os de mes os, parce que c'est quelqu'un qui a cherché. Il a cherché. Quand il dit cette fois-ci, ça signifie qu'il a beaucoup cherché. La femme, c'est par elle que le monde est sauvé. Et quand je dis par elle, parce que bon, la Bible nous renseigne que c'est quand même par la Vierge Marie que Christ vient dans ce monde. La femme, c'est, comme j'ai dit dans un de mes vieux textes, c'est entre les jambes de la femme que se trouve la vie et la mort. Nous entrons par là, nous sortons par là. Et même lorsque nous allons vagabonder, voilà, c'est chez la femme qu'on peut trouver, qu'on meurt aussi, tout ça. La femme, elle est cet atout-là. Ce qui signifie que la femme, la femme est tout. Parce qu'il ne faut pas oublier que la principale preuve de la solidité de la femme, c'est que Dieu a créé l'homme en partant de la poussière. Pour créer la femme, Dieu est parti d'un os. Vous voyez à quel point la femme, c'est le socle même. C'est ce qu'il y a de beaucoup plus solide. La femme, c'est tout. Alors, au passage, à nos filles, à nos mères, à nos sœurs, profond respect. Qu'est-ce qui vous a... D'où vous est venue d'abord l'idée d'écrire Boya? Pour moi, c'est la même question. Hein. Qu'est-ce qui me pousse? Moi, les histoires, moi, l'inspiration, je la reçois. Je la reçois. Elle m'est suggérée, comme j'aime beaucoup dire. Ça me vient, voilà, de ce que je vois, de ce que j'observe. Et puis, voilà. Si je peux trouver une réponse très intelligente et très savante à donner pour dire non, je réfléchis à ceci, non. Je me suis mis à écrire en pensant au courage qu'une femme avait
d'élever seul sa propre fille. Ceux qui lisent Boya, c'est écrit Boya, mais beaucoup de gens ne font pas attention. Sur la couverture de Boya, l'image, c'est l'image de sa mère. En fait, Boya, ce n'est pas l'histoire de Boya. Boya, c'est l'histoire de la mère de Boya. C'est en fait ça, et puis bon, il faut... Beaucoup ne comprennent pas, et moi j'aime beaucoup quand on ne me comprend pas. Ça fait un peu mon côté mystérieux, mais il faut lire et relire. Voilà, Boya, c'est vraiment l'histoire d'une mère si aimante, si courageuse, mais si seule, qu'elle ne se rend même pas d'une évidence, juste parce qu'elle aime tellement sa fille, juste parce qu'elle est prise de panique. Elle oublie tous les petits détails de la vie, tous les petits détails que son expérience de mère aurait pu lui faire voir. Elle est en face d'une fille qui est enceinte, mais la mère ne voit même pas ça parce qu'elle imagine déjà que sa fille, qui est son monde à elle, est en train de s'écrouler. Boya, c'est l'histoire d'une mère tellement en panique qu'elle oublie, qu'elle s'oublie et qu'elle oublie de regarder vers l'essentiel. Mais c'est l'histoire d'une femme dont la panique ici, paradoxalement, signifie le courage. Parce que malgré sa panique, quelquefois, elle a eu le courage de se lever, d'aller, de revenir, de chercher un secours pour sa fille. Boya, c'est un peu ça. Le 34, recueil de nouvelles, de la poésie directement, le nouvelle. Le 34, c'est un recueil de nouvelles qu'on venait de dire. Après, je n'ai pas abandonné mon premier amour. Parce que dans le 34, il y a, même dans Boya, il y a beaucoup de pages qui sont couvertes par de la poésie. J'ai voulu faire un peu, je suis quelqu'un quelquefois de très audacieux, j'ai voulu faire un mélange de genres, de sorte que dans une nouvelle, on retrouve de la poésie. Comme je dis, naturellement, intrinsèquement, je suis un poète, alors il est très difficile que la poésie me lâche. Dans le 34, vous avez glissé de mots en lingala. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît Pat le Gourou en français. Oui, après, c'était pour vous montrer aussi que je sais écrire le lingala. Moi, j'aime le français. J'aime le français, je parle en français, je parle le français, je réfléchis en français, mais lingala pina lo bango très bien. Enfin, je pense, hein. Na lo bango na pe bien, na comprena ngo pe bien. Kokomangonde peut-être que na robunga mo muke. Voilà, mais c'est pas ma langue de réflexe. Ma langue de réflexe, ça reste le français. Alors, le lingala, c'est aussi un peu un défi. C'était aussi un peu un jeu. Hein, prendre son pied avec le lingala, montrer à moi-même et aux autres que je suis capable aussi quelquefois d'écrire en lingala. Quelle est la place de la littérature en langue nationale en République démocratique du Congo? Alors, la littérature en langue nationale, pour moi, jusque-là, ça relève encore du défi. Hein, peut-être que c'est à cause de la colonisation aussi, ou bien du système que nous exploitons dans nos écoles. Hein, parce que dans nos écoles, on ne nous apprend pas forcément à lire ou à réfléchir dans nos langues nationales. Mais je pense que ceux qui peuvent écrire en langue nationale, voilà, s'il y a ceux qui peuvent les lire, ça ne peut que contribuer justement à l'essor justement de nos cultures. Je suis sûr aussi que quand on veut parler de la culture Luba par exemple, ce serait bien de le dire aussi carrément en Chiluba, parce que là on n'a pas besoin de traduire avant d'écrire, on donnerait ce qui est, hein, ce qui est vraiment, sans que on ne lui donne un tout autre sens en français. Après, comme j'ai dit, moi, ma langue d'écriture étant le français, je suis quelque peu perdu, même dans l'argument en ce qui concerne les... Être écrivain en République démocratique du Congo, c'est facile? C'est à la fois facile et difficile. C'est facile parce que ce pays est un bouquin.
Ce pays est un gros bouquin, non, mais ça te donne des histoires, de l'inspiration, tous les jours, à chaque instant, à chaque coin de rue, à tout bout de champ. Ce pays est magnifique, quoi. Quand on a le don de l'écriture et qu'on ne trouve pas sur quoi écrire dans ce pays, ça signifie qu'on est mort. Mais c'est difficile parce que le cadre structurel ne suit pas. C'est compliqué de se mettre à écrire. Après, sur base de quoi, enfin, comment on fait pour se faire éditer et tout ça. Parce que c'est bien d'écrire, mais c'est toujours bien lorsqu'on écrit pour qu'on soit lu. Pour qu'on soit lu, il faut une production digne de ce nom. On a tendance à écrire chez nous, à se faire éditer à l'étranger, même pour même pour imprimer, c'est compliqué chez nous. La qualité du papier, même ça, c'est triste. Donc être un écrivain au Congo, c'est à la fois facile et difficile. Entreprendre dans l'écriture au Congo. Je me lance dans l'édition avec cette particularité que je voudrais être surtout celui qui aide les autres à avoir un jour entre leurs mains un objet qu'ils peuvent présenter aux autres en disant voilà, c'est ça mes écrits, c'est contenu dans ceci. Entreprendre dans l'écriture au Congo, si par entreprendre on entend s'investir soi-même et compter sur l'écriture pour se nourrir, alors là on est mal barré, quoi. Pour l'instant on est mal barré. Le prix Excellencia. Oui, Excellencia. C'est d'ailleurs, voilà, c'est ce trophée-là que j'ai reçu, le prix Excellencia. Rubrique poésie. C'était un peu dans mes cordes, comme on dit. Voilà, j'ai reçu ce prix-là dans ce contexte-là. Ça me fait grand plaisir parce que je crois que c'est au-delà des prix que j'ai reçus en tant que meilleur plaideur des barreaux de Kinshasa-Gombe et des barreaux francophones. Ça, c'est mon premier prix en littérature. C'est pour ça que c'est un prix que j'affectionne beaucoup et particulièrement. La différence entre faute d'orthographe et faute de français. D'abord, toute faute d'orthographe est une faute de français. Toute faute d'orthographe est une faute de français, puisqu'ici on parle de français. C'est-à-dire, dans une langue, toute faute d'orthographe est une faute dans cette langue-là. Si on est dans le lingala, une faute d'orthographe du lingala sera une faute de lingala. Donc c'est évident parce que l'orthographe fait partie de la langue. En l'espèce, puisqu'on parle ici de français, la faute d'orthographe, c'est une faute de français. Mais toute faute de français n'est pas une faute d'orthographe parce que il y a des fautes qui sont grammaticales en ce que le sens n'est pas celui qu'on voulait donner alors que tous les mots sont bien écrits. Il y a des fautes qui sont des fautes de syntaxe qui ne sont pas forcément des fautes d'orthographe. Il y a des fautes qui sont des fautes de vocabulaire. Lorsqu'on peut utiliser par exemple des antonymes ou des synonymes, on peut bien utiliser les mots en les écrivant bien. L'orthographe, c'est surtout la structure de l'écriture du mot. Est-ce que c'est bien écrit tel que contenu dans un dictionnaire par exemple? Là, on est dans l'orthographe. Mais on peut très bien faire une faute qui est une faute de français sans que ce ne soit une faute qui entraîne une faute orthographique. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on remarque que le gène entre dans la littérature congolaise. C'est quelque chose de bien. Mais un mot pour ce gène qui entre dans la littérature congolaise. La lecture, il faut savoir se façonner. Moi, je suis très déçu parce que les jeunes gens pensent que prendre un stylo et se promener sur une feuille de papier, ça fait de soi un écrivain. Non. Je regarde beaucoup des textes de nos jeunes gens. Je sens que, pas seulement de nos jeunes gens, même de certains de nos aînés, on sent que ça va pas, quoi. On sent que ça va pas. Très récemment, j'ai lu un livre de quelqu'un qui est venu dans cette profession, pas dans cette profession, dans la littérature bien avant nous. Un livre, un roman, voilà. Une très belle chose entre les mains. Mais il suffisait de voir ce qu'il y avait à l'intérieur pour se rendre compte que il y avait des gros soucis. Et ce genre de gros soucis-là, je les trouve aussi chez les jeunes gens
qui pensent qu'il suffit de raconter quelque chose pour qu'on soit dans la littérature. La littérature a des exigences qu'on doit respecter. La littérature, c'est pas donné à tout le monde. Les gens pensent par exemple qu'il suffit de dire que je vois la lune dans tes yeux et les soleils sur ton épaule pour penser qu'on est dans une poésie. Encore que là, ça sonne poésie parce que c'est moi qui le dis. Mais voilà, il faut de la formation. On ne se réveille pas pour se déclarer écrivain. Moi, j'ai été formé. Je continue de le dire. J'ai reçu de la formation auprès d'un professeur qui était dans son domaine. Pour écrire le 34, je suis allé voir le vieux Vincent Lomboumé chez lui à la maison. Je me suis mis avec un stylo. Il m'a appris à écrire en quelques jours. Il m'a appris comment on écrit. Le théâtre que je vais publier dans quelques mois, je suis allé chez le prof Nzei de l'INA pour qu'il me dise, voilà, pour qu'il me dise comment je fais pour les scènes, les actes, bref, pour cette mise en scène-là, parce que je voulais un théâtre directement mis en scène. Je suis allé voir le professeur Yoka Lié pour mon recueil de poésie classique qui doit sortir cette année aussi, pour que le prof m'oriente selon ce que lui sait faire. Je suis allé voir plusieurs personnes même de ma génération pour poser des questions, pour savoir, vous qui êtes venus avant nous, comment on fait. Moi, j'ai jamais écrit des nouvelles. Est-ce qu'il est possible que tu m'orientes dans tel ou tel sens? Je suis allé voir les jeunes gens en qui j'ai confiance pour voir comment eux perçoivent ce que moi j'écris, ils vont se reconnaître. Je n'hésite pas à aller vers les gens pour apprendre. Mais les autres, est-ce qu'ils le font? Surtout les jeunes gens. Ils sont dans la prétention. Moi, j'aime beaucoup mon orgueil à moi. Parce que moi, je dis toujours, quand je fais quelque chose, j'aime la défendre. J'aime savoir ce que je fais. J'aime dire que je sais ce que je fais. Et si ça, c'est de l'orgueil, tant mieux. Mais avoir de la prétention sans avoir derrière les bases suffisantes pour soutenir l'œuvre que l'on crée est une aberration. On ne peut pas faire des choses comme ça. Merci beaucoup. On était très heureux d'être avec vous et de vous poser des questions parce que c'était quelque chose qu'on voulait depuis. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite.